Salut, c'est Cléora de Podcast Science, un podcast qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il suffit d'aller sur Tipeee ou Patreon et de faire un petit don. Et même un tout petit, pour même pas le prix d'un abonnement à un service streaming pour regarder vos meilleures séries, vous nous aidez à servir la science et la connaissance avec un minimum de qualité sonore. Et c'est notre joie. Merci et bon épisode. Poditrice, poditeur, j'espère que vous allez bien. Que vous soyez optimiste ou pessimiste, nous embarquerons en cet épisode dans le même bateau pour retrouver espoir. Et au passage, comment le définir et l'évaluer. En cet épisode, enregistré le mercredi 1er avril 2026, ayez bon espoir, ce n'est pas un canular, on va bien parler un peu de science et vous êtes bien sur Podcast Science en l'épisode 543. Bienvenue. Et ce soir en table virtuelle, nous avons Julie. Hello Julie. Salut. Nous avons Clara. Salut Clara. Hello. Nous avons Pierre alias Topo. Hello tout le monde. Et moi-même Cléora qui va vous faire ce petit dossier sur l'espoir. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Pourquoi je voulais parler d'espoir ? L'idée d'en parler vient de moi, un matin, bloqué, allongé dans mon lit, à ne plus avoir aucune motivation pour me lever. Je me suis alors demandé pourquoi tout être humain se levait chaque matin, malgré les souffrances endurées. Et parmi ma dépressive cogitation matinale, l'espoir a été évoqué. Voilà l'origine de ce dossier, un réveil un peu dépressif. Et on va parler d'espoir entre philosophie et psychologie, et toutes les sciences humaines entre les deux. Mais commençons d'abord par la définition. Qu'est-ce que l'espoir ? Comment est-ce que vous, dans l'équipe, si vous voulez participer, comment est-ce que vous pourriez définir l'espoir selon vous ? Ça commence dur là. Avec vos mots. Oui. Avec mon mot. Sinon, on continue. Je sais pas, c'est un mélange de motivation à faire quelque chose et comment dire, être motivé à faire quelque chose et sans savoir exactement si le résultat va arriver. En gros, on n'a aucune assurance, mais on est motivé quand même pour faire des choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une notion d'attente aussi. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas imminent, c'est dans le futur. On espère quelque chose qui n'est pas advenu, quoi. Ouais, une croyance que du positif va arriver, Ouais. même si... Oui, avec une attente de quelque chose de positif, ouais. C'est franchement pas mal. Donc il y a une notion de positif, d'attente vers le futur et qui est incertain. Espérer, donc, selon la définition la plus globale qu'on ait, c'est croire et désirer qu'un événement incertain survienne. Et davantage positif, c'est vrai. Donc c'est la définition la plus classique et plutôt unanime, peu importe les disciplines d'ailleurs. Par contre, sa définition plus précise sur sa nature, ses fonctions et comment l'évaluer est extrêmement discutée. Donc j'ai eu beaucoup de mal à faire ce dossier pour bien résumer un peu tout. Il y a plein de subtilités, catégories et différences avec des mots proches qui changent en fonction des auteurs, des philosophes, anthropologues, économistes, politistes, linguistes, psychologues, etc., etc. Et au lieu de tout énumérer théoriquement, je vais essayer d'en amener juste quelques-unes des subtilités petit à petit. Et ce, en essayant de les illustrer en musique. Alors, pour les plus jeunes et moins jeunes d'entre nous, vous aurez peut-être reconnu, c'est l'une des musiques de l'animé One Piece. Un animé et manga qui illustre très bien l'espoir. C'est même un thème très récurrent. L'équipage de pirates part constamment à la recherche d'un grand trésor nommé le One Piece. Tel un espoir au bout d'innombrables périples au cours de centaines et centaines d'épisodes. Et c'est même pas encore fini. Alors que les personnes doutent de l'existence de ce trésor, le personnage principal, lui, la fille, y croit et désire le trouver un jour. Croyance, désir et incertitude sont les trois grandes caractéristiques de base de l'espoir. Continuons sur les définitions. Passons sur une première subtilité et j'aurai une nouvelle question à vous poser. Est-ce que vous arrivez à percevoir la différence entre ces deux phrases ?
J'espère que tout va bien. Je suis optimiste, tout va bien se passer. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre j'espère et je suis optimiste? Pas du tout. Si, si, bah, mais c'est vrai que quand tu le mets comme ça, j'espère, pour moi, il y a une notion de c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Il y a une crainte, ouais. Ouais, il y a une grosse Mhm. crainte de j'espère, je suis vraiment pas certaine, donc rassure-moi que c'est bien ça ou. Ouais, ouais, je suis d'accord et de l'autre côté, je suis optimiste, il y a une notion de confiance, dans l'avenir. On est là, genre: «Oui, bon, Il y à a moins part le s'il y doute. a des gros problèmes». Ouais, voilà, il y a moins de doutes, c'est ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Différencier optimiste, pourtant, c'est une question assez difficile à répondre parce que c'est toute une littérature en philosophie, puis même en psychologie qui propose leur propre définition. Bah, malgré tout, en fait, c'est plus définir l'espoir qui est très discuté. Parce que définir l'optimisme, lui, semble être plus unanime. Donc, vous l'avez dit, plus dans la certitude des choses. C'est plus dans ça, dans cette définition-là. Je vais essayer de vous faire sentir la différence, si vous ne l'avez pas encore, avec une petite histoire. Imaginons que nous sommes sur un bateau, au quai, au port, pas encore en mer, et que si nous partons maintenant, il y a 75% de risque de tomber en pleine tempête qui pourrait faire des dégâts. Pourtant, plusieurs personnes préféreraient partir quand même tout de suite. Malgré le risque élevé, elles pensent que tout va bien se passer. J'imagine donc qu'on est d'accord pour dire que ces personnes soient beaucoup trop optimistes. On ne dit pas qu'elles ont trop d'espoir, mais qu'elles sont trop optimistes. Eh bien, la différence entre espoir et optimisme est là. Contrairement à l'espoir, l'optimisme est comme un trait de personnalité. Une personne est optimiste dans la vie de tous les jours parce que c'est dans son caractère ou sa personnalité. C'est quelque chose de stable qui ne bouge que très peu dans le temps ou en fonction des événements. En psychologie, on parle de traits, donc, comme un surlignage indélébile ou les statistiques inchangées d'un personnage de jeu vidéo ou de jeu de rôle. Donc, si vous me suivez bien, on peut retrouver espoir, mais on ne peut pas retrouver l'optimisme. En psychologie, on a quelques questionnaires qui ont été développés pour l'évaluer. Celui valide scientifiquement pour évaluer l'optimisme. Le plus connu, c'est le test d'orientation de vie. Musique pour illustrer l'optimisme. Voilà, donc une musique un peu naïve, voire un peu corpo, qui collerait bien au happiness manager. L'optimiste perçoit les choses de manière positive, donc voire peut-être trop positive et illusoire. Foncer tête baissée dans une probable tempête en pleine mer, c'est peut-être pas la meilleure des décisions. Pour distinguer l'espoir de l'optimisme, on pourrait même ajouter qu'un optimiste aura tendance à être passif et laisser les événements couler tels qu'ils sont, en pensant que le monde et sa situation s'engagent vers le progrès imaginé. Tandis que la personne qui espère seulement, sans être optimiste, sera plus active pour améliorer le monde ou sa situation qui est incertaine ou incertain. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette incertitude constante. Le futur espéré n'est qu'une possibilité. Tout ça mis ensemble, voilà la musique que j'ai choisie moi pour illustrer l'espoir. Alors, est-ce que ce choix de musique vous surprend ou je continue? Non, je trouve ça très bien, ça illustre parfaitement ce que tu dis. Il y a une notion de genre, on s'accroche. C'est peut-être la dernière fois. Je sais pas. En tout cas, c'est très dramatique, ça c'est sûr. L'espoir, Ouais. ça a l'air beaucoup plus, drama. Donc si elle vous surprend pour vous encore, elle prendra davantage de sens en fin de dossier carrément. Mais oui, il y a ce côté dramatique, c'est justement pour illustrer ce côté incertain, ambiant, qui est toujours là. Et surtout, je voulais ajouter aussi cette notion de dimension active. Donc c'est du 3 temps pour illustrer que ça avance petit à petit. Donc cette dimension active, qui n'est toutefois pas unanime pour définir l'espoir parmi tous les auteurs, etc. Parmi les philosophes et chercheurs, c'est une distinction principalement faite par les psychologues cognitivistes, dont on va parler dans ce dossier. Donc pour résumer là-dessus, en me répétant, l'optimiste l'est par personnalité, il aura presque une certitude quotidienne que tout se passera bien comme voulu, quitte à négliger ou nier la gravité d'une situation, tandis que celui qui espère, simplement, aura tendance à agir pour voir ses espoirs s'accomplir, parce que ceux-ci sont incertains, mais que la possibilité existe. Et c'est là que je voulais terminer pour ce côté définition, ce côté certitude, d'incertitude, bref, de
probabilité des événements. En fait, l'espoir n'est jamais la certitude, c'est même l'opposé. Par exemple, est-ce que je peux dire que j'espère demain que le soleil va se lever et toujours à l'est? Est-ce que je peux dire que j'espère qu'un triangle ait toujours 3 côtés? Oui, si on est cynique, j'imagine, mais dans le langage courant, c'est pas comme ça qu'on définit l'espoir. L'espoir ne décrit ni la vérité générale, ni le futur qui adviendra à coup sûr, ou quelconque fatalisme où les choses sont écrites à l'avance. C'est uniquement lorsque le futur est multiple, à plusieurs événements probables, que l'on parle d'espoir. Quand j'espère gagner mon prochain match de tennis de table, je suis tout à fait conscient de la probabilité de perdre également. Voilà, je commence à clore cette partie définition. Donc, optimisme et espoir. Est-ce que jusque-là c'est assez clair entre optimisme, espoir et cette notion de probabilité des événements? Est-ce qu'il y a des questions ou j'enchaîne? Il n'y a pas de questions pour la chatroom. Ok. On espère que tout le monde est attentif. Alors j'enchaîne. Définition et distinction faites. Lançons-nous dans le sujet. L'espoir, dont on a profité pour évoquer déjà quelques caractéristiques. La probabilité des événements et sa dimension plus active, en tout cas pour les psychologues. Donc, parmi tous les espoirs, je vous le dis tout de suite pour que ce soit clair et structuré un minimum ce dossier, on va séparer 2 grandes catégories. Et l'idéal, c'est que je vous fasse ressentir à vous cette distinction, que ces 2 grandes catégories viennent de vous. À voir si je suis trop optimiste, mais j'ai bon espoir. Revenons à One Piece et nos pirates à la recherche du trésor rêvé. Mieux qu'une histoire d'un simple objectif à atteindre dans One Piece, chaque personnage a également son petit rêve d'enfance à atteindre. Chaque personnage espère atteindre une meilleure version de soi en atteignant des objectifs rêvés. L'un veut être le roi des pirates, tandis qu'une autre veut être la première à avoir cartographié le monde entier, par exemple. J'aimerais maintenant vous poser une question. Il y a une différence entre ce genre de rêve et celui du discours de Martin Luther King. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Est-ce que vous percevez la différence entre ces 2 rêves? Celui qui veut être le roi des pirates et celui de Martin Luther King. Il y a quelque chose qui est un peu plus altruiste à partir du moment où lui, Ouais. il a un rêve déjà pour ses petites filles, comme on a entendu. Et je sais pas pourquoi, mais ce rêve-là dont il parle, j'ai l'impression que c'est une aspiration. C'est-à-dire que c'est presque une motivation plus que véritablement un objectif, quoi. Je suis pas sûr que lui-même entretienne cet espoir, mais cette image suffit à le motiver. Ouais, en fait, ouais, c'est plus une lueur pour les prochaines générations, on pourrait même presque dire. Ouais. C'est vraiment, ça dépasse sa petite personne. Ouais. Et ben, c'est carrément ça la différence entre ces 2 rêves. C'est la différence que je vais faire entre ces 2 espoirs dans ce dossier. L'un est un rêve ou espoir individuel, spécifique et centré sur sa personne, donc être le roi des pirates, tandis que l'autre est un espoir davantage général et collectif, dépassant sa propre histoire personnelle. Donc pour simplifier et vulgariser, je propose de catégoriser toutes les subtilités en fait d'espoir en ces 2 grandes catégories, un espoir spécifique et un espoir généralisé. Et ça ne sort pas nulle part non plus, hein. C'est une distinction qu'on retrouve quand même assez souvent, peu importe la discipline scientifique ou dans les philosophes. L'espoir spécifique, pour commencer par là, est principalement centré sur son désir personnel, en ayant notamment des attentes sur le bonheur que l'événement espéré pourrait nous apporter. L'espoir a alors une fonction, atteindre des objectifs désirés le long de sa vie sur plus long terme. Quant à sa nature, c'est extrêmement discuté. Pour certains psychologues, l'espoir est principalement cognitif et motivationnel, pour d'autres principalement émotionnel, voire perceptif dans l'appréhension de son environnement. Après, peu importe sa nature, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que son expression se base sur un vaste réseau de valeurs et croyances. En fonction de nos valeurs, l'espoir exprimé est alors différent. Et ça à garder en tête tout au long de nos dossiers. L'espoir exprimé est différent en fonction de nos valeurs. C'est pourquoi certains philosophes supposent que l'espoir fait partie de l'identité d'une personne, puisqu'en fonction de nos espoirs, nous agissons dans le monde et nous nous comportons face aux autres d'une certaine manière. Par exemple, entre quelqu'un qui espère devenir un roi et quelqu'un qui espère plus d'égalité entre les gens, ça sous-entend quand même des valeurs sacrément différentes.
Mais là, je suis retombé dans de la philo. Désolé pour Poisson d'avril, hein, pas beaucoup de science jusqu'ici, mais j'étais obligé d'y passer par là. Arrêtons de philosopher, passons enfin à l'étude scientifique de l'espoir. En psychologie, la théorie la plus connue de l'espoir est la théorie d'un certain Charles Richard Snyder, dit Rick Snyder. Il est le psychologue qui a initié les études scientifiques actuelles sur l'espoir dans les années 90 et début des années 2000. Sa théorie est centrée sur l'individu, en supposant que l'espoir est principalement cognitif. C'est donc une théorie principalement centrée sur les espoirs spécifiques. Pour lui, l'espoir se résume en 2 composantes qu'on va un peu développer. Espérer, c'est à la fois, petit 1, être motivé, petit 2, trouver des chemins pour parvenir à ses objectifs espérés. Quand on perd espoir, c'est soit parce qu'on perd la motivation, soit parce qu'on ne voit plus l'issue pour y arriver. On ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Donc, selon cette théorie, pour vulgariser, espérer, c'est vouloir un projet, faire sa lettre de motivation et planifier le tout si on allait le présenter à l'oral avec des diapos. Voilà pour lui ce qu'est l'espoir. Bien que critiquée sur plusieurs points, cette théorie reste encore celle qu'on retrouve le plus souvent dans les papiers scientifiques. Et je peux bien comprendre ses avantages et ce qui séduit dans cette théorie. L'espoir, vu de cette façon, non seulement on peut plus facilement l'étudier, l'évaluer, mais aussi la revigorer. Et c'est là que ça devient intéressant. La première composante dans cette théorie est donc la motivation. Donc c'est une musique pour illustrer la motivation. Peut-être un peu trop épique, on verra ce que ça donne. Donc la motivation avec une certaine énergie en nous qui nous donne envie d'agir. Motivation, conation, agentivité, auto-efficacité, c'est tout un champ de recherche en psychologie sur ce même domaine qui mériterait tout un dossier à part que je ne vais pas détailler ici. Selon cette approche cognitive, pour revigorer et retrouver espoir, il faudrait alors d'abord hiérarchiser nos espoirs qui nous motivent, en commençant par ceux dont on est capable d'accomplir tout de suite. Le but est alors de prioriser nos rêves et objectifs, pas tant par leur importance qu'on leur accorde, mais par leur probabilité de réalisation, telle une machine rationnelle. Il est plus probable et réaliste que je gagne un match de tennis de table que d'être le premier être humain à marcher sur Mars. Je pose alors la question vague à l'équipe et dans le chat, uniquement si vous voulez partager bien sûr. Quels sont à vous vos espoirs personnels que vous essayez petit à petit de réaliser dans votre vie en ce moment? Alors moi, j'ai commencé à apprendre le japonais Ah oh. parce que je planifie d'aller au Japon cet été. J'espère que ça va servir à quelque chose. Je pourrais dire au moins une phrase là-bas. Et j'avoue, c'est vraiment de l'espoir, parce que c'est très compliqué. C'est très incertain. Juste l'exprimer ou le lire aussi, carrément? Ouais, j'apprends les kanji aussi, j'apprends à écrire. Ouais, c'est tout un projet, ouais. Ouais, je me suis inscrit à des cours et tout ça, et j'y vais à fond. Voilà. C'est un petit espoir, c'est un petit exemple, parce que je trouve en plus comme question, ça peut être assez intime. Oui, justement, c'est pour ça, c'est si vous voulez partager. Je ne vais pas imposer non plus. Moi, je peux donner mon espoir. J'espère passer du 7A en forêt de Fontainebleau avec mon frangin, ce qui n'est absolument pas dit que ça arrive un jour. Mais voilà, c'est un espoir. On va dire que j'y travaille. Donc en bloc ou tu fais de la voix? Ouais, la forêt de Fontainebleau, c'est du bloc. Et donc HK, elle a répondu Subarashi. Subarashi. Ça parle en japonais. Presque plus raccord avec One Piece, avec les mangas, etc. C'est un peu le thème. Oui, c'est un peu le problème aussi. C'est que quand tu apprends une langue, du coup, tu utilises les références que tu as. Et généralement, moi, c'est très shonen. Donc, Ouais. ça va très vite dans les décibels, quoi. Donc en plus, c'est bien, vous avez pris comme exemple des espoirs particuliers, spécifiques à vous, vraiment dans le thème de cette théorie. Parce que cette théorie cognitive donne l'importance juste à ces espoirs spécifiques, uniquement. Et c'est une première critique à cette théorie, parce qu'on pourrait donner de l'importance à d'autres espoirs qui sont peut-être irréalisables dans notre propre vie, ou qui peuvent être importants chez une personne, mais qui est plutôt improbable. Donc, par exemple, comme espérer l'égalité entre les individus ou le rêve de Martin Luther King, pour reprendre cet exemple-là. Oui, moi je suis admiratif des gens qui ont espoir en l'humanité. Ouais. Donc ça, c'était la composante motivationnelle. Il y a une autre composante
dans cette théorie de Snyder. Après avoir priorisé nos objectifs, la seconde étape est de retrouver les chemins pour les réaliser. Pardon. La seconde étape est de trouver les chemins pour les réaliser. Parce que si on les retrouve, c'est-à-dire qu'on... Après, il y a dans cette théorie-là aussi une capacité d'adaptation. Quand on se loupe dans un chemin, on prévoit d'autres chemins pour planifier, etc. Et la meilleure des planifications, pour faire grandir l'espoir, est d'abord de diviser cet objectif espéré en petites étapes, marche par marche. Et puis aussi, ensuite, anticiper plusieurs autres chemins en cas d'échec, etc. Comme les différentes étapes pour grimper sur le Mont Blanc, avec plusieurs refuges sur le chemin, mais on a aussi plusieurs chemins possibles entre tous ces refuges. Dans cette musique, associée à la motivation entraînante, c'est écrit dans les petites descriptions de cette musique, il y a une idée d'être porté vers l'action. Une phrase musicale qui se répète avec une intensité progressive à chaque nouvelle étape, rythmée par les percussions, comme si l'on grimpait une montagne marche par marche, refuge par refuge. Quand quelqu'un a peu d'espoir, c'est majoritairement parce qu'elle n'a pas ou peu la vision de comment y parvenir. Pour revigorer ou retrouver espoir, tout le but est alors de simplifier et hiérarchiser l'objectif en plein de petites étapes, en commençant par les plus réalisables dès maintenant. Donc tout ça, ça fait très planification froide et rationnelle de la vie, et pourtant un petit truc qui permet d'améliorer l'humeur d'une personne au quotidien, qu'on utilise en psychothérapie. Et d'ailleurs, on commence aussi à entendre parler de thérapie par l'espoir, juste en hiérarchisant et planifiant l'atteinte de nos espoirs. Donc pour monter au Mont Blanc, si je parcours une partie du chemin en une journée, en étant déjà en altitude, c'est déjà un succès en soi, juste une petite étape. Cette petite étape programmée à l'avance, dont on peut évaluer objectivement son succès. Les petites étapes nous permettent une sorte de feedback émotionnel positif en conscientisant qu'on en est arrivé jusque-là. Ce genre de petites choses permet d'entretenir l'espoir, voire de l'augmenter, en augmentant aussi le sentiment d'accomplissement et de confiance en soi. C'est ce qu'on retrouve parfois dans le développement personnel et le New Age, sous la phrase de « célébrer les petites victoires ». Oui, par au moins là-dessus, c'est pas du bullshit. Donc ce genre de choses, c'est même ce qu'on peut recommander de faire pour une personne souffrant de dépression. D'écrire au quotidien, souvent en fin de journée, ses humeurs et ses petites actions de la vie qu'on a réalisées et réussies. Écrire et mettre sur le papier permet d'objectiver, d'évaluer, voire relativiser sur ce qu'on a fait dans une journée ou notre avancement vers un objectif espéré. Ce feedback émotionnel, c'est le seul élément émotionnel du modèle. Donc une autre critique de ce modèle. Voir l'émotion juste comme un retour positif du succès ou un retour négatif lors d'échecs. Voilà, donc la théorie de Snyder sur l'espoir, c'est une composante motivationnelle et une composante de planification de ses objectifs. Et pour concrétiser sa théorie, Rick Snyder ne s'est pas contenté de l'observation et d'y proposer sa petite théorie, sa petite définition. Il a aussi construit toute une échelle, tout un questionnaire pour l'évaluer chez une personne. Questionnaire qui est le plus souvent repris dans les études scientifiques pour évaluer l'espoir. Je peux vous donner 2 items pour illustrer. Vous n'aurez qu'à répondre dans votre tête ou à l'oral si vous êtes fortement d'accord, plutôt d'accord, neutre, plutôt pas d'accord ou fortement en désaccord. Premier item d'exemple, je poursuis mes objectifs avec énergie. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord? Je vois que ça répond oui dans les... Ah, je vois que ça penche de côté la tête. Mais c'est pour soi-même ou c'est pour... Pour soi-même. Je poursuis mes objectifs avec énergie. Bon, ça dépend. Mes objectifs perso. Ouais. Ah oui, ça c'est toute autre chose, parce que parmi les objectifs, il y a ceux de la vie, genre faire le ménage, tu vois. Et jamais trop d'enthousiasme pour ça. Oui. Ou pour les objectifs pro aussi. Moins d'enthousiasme. Ah bah ça, je peux le dire. J'ai passé un diplôme l'année dernière, j'avais pas du tout envie de le faire, mais je l'ai quand même fait. Autre item, je peux penser à plusieurs façons de me sortir d'une situation difficile. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Voilà, pareil. Ah oui, ça, je suis un peu champion. Voilà, et il y a 12 items de ce genre dans ce questionnaire. Les psychologues en tirent un score pour savoir si on a un haut niveau d'espoir ou un bas niveau d'espoir. Et avec ça,
Ils font des comparaisons, des corrélations avec tout et n'importe quoi, avec tout un tas de variables. Par exemple, quelqu'un qui a un haut niveau d'espoir est davantage verbeux, c'est-à-dire qu'il a tendance à être plus confiant, à prendre la parole et parler pour convaincre. Un haut niveau d'espoir mesuré par ce questionnaire est aussi corrélé à une meilleure performance scolaire ou sportive. On pourrait aussi parler des notions proches et associées comme le courage ou la persévérance. Persévérance, mélangée à l'espoir, pour moi, il y a une chanson qui illustre très bien cela. C'est Résiste de France Gall, écrite par Michel Berger. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. À dire qu'on a vu quand même Clara faire du karaoké. Moi, j'aurais bien voulu entendre sa version. Donc c'était un court extrait de la chanson reprise ici par Jul, qui jadis faisait des reprises de chansons il y a quelques années. Donc Jul, J-O-U-L, hein, c'est pas Jul l'artiste. Jadis aussi, cette personne faisait aussi des vidéos sur YouTube vulgarisant des concepts en psychologie sur YouTube. Aujourd'hui, on la retrouve sur Twitch et les réseaux sociaux sous le pseudo Turbo Jul. Et elle a gentiment accepté que je passe quelques extraits pour lui citer cet épisode. Et ici, un extrait où les paroles évoquent justement le fait de persister, de persévérer. La persévérance et isolement étudié en sciences humaines, la corrélant notamment positivement donc avec la réussite scolaire, certes, ou professionnelle, et l'interprétant très souvent comme un facteur important au bien-être, mais allant souvent de pair avec l'espoir. Et certaines études tentent à montrer que la persévérance n'est pas tant indispensable au bien-être, c'est plus l'espoir qui en est corrélé. Plus précisément, un haut niveau d'espoir est corrélé à une meilleure satisfaction de sa vie, à une meilleure santé physique et mentale, une meilleure capacité d'adaptation personnelle, un meilleur sentiment de maîtriser toute situation, en bref, donc à un meilleur bien-être. Et c'est d'autant plus vrai si nos espoirs sont ressentis comme concrets dans nos idées, nos émotions et nos actions, et pas un flou naïf ou optimiste en se disant que tout va bien se passer. À l'inverse, un bas niveau d'espoir, mesuré par le questionnaire de Snyder, est corrélé à l'anxiété, où la personne se compare beaucoup aux autres et espère éviter des événements redoutés. Plus particulièrement, c'est la composante motivationnelle de l'espoir qui est négativement corrélée à l'anxiété. Ou en gros, moins on a de la motivation à poursuivre ses espoirs, plus on est dépressif ou anxieux. Ou inversement, je ne veux pas trop m'avancer sur les relations de causalité. Donc au niveau de l'expression de l'espoir, juste pour illustrer, la personne anxieuse, au lieu de focus ses pensées et son attention sur le positif et l'événement espéré, elle se concentrera sur tous les scénarios inimaginables où ça se passe mal, et pourtant qu'elle espère éviter. Une personne anxieuse ne va pas espérer qu'un match de tennis de table soit convivial, amusant ou gratifiant, elle va espérer ne pas trop souffrir, que ce ne soit pas ennuyant, que ce ne soit pas humiliant. Dit très vulgairement, elle n'espère pas gagner, elle espère ne pas perdre. C'est quand même une autre perception des choses. On espère éviter un événement au lieu d'espérer qu'un événement survienne. Certains psychologues rapprochent ça avec les concepts de comportement d'approche et d'évitement. Finalement, si ça ne tenait qu'à ça, avoir un haut ou un bas niveau d'espoir semble, et je dis bien semble uniquement, être qu'une habitude qu'a la personne de percevoir les choses, les événements qui arrivent. C'est pourquoi, autre que cognitif ou motivationnel, d'autres approches théoriques de l'espoir mettent plus l'accent que tout ne soit qu'une question de perception et de représentation habituelle des choses. Parmi les concepts de base en psychologie, on peut rapprocher ça avec la notion de locus of control. Le locus of control, ou en français, le lieu de contrôle ou lieu de maîtrise. Malgré l'expression compliquée, c'est une notion en psychologie qui est assez simple. C'est juste la manière d'attribuer les événements qui nous arrivent dans la vie de tous les jours. Par exemple, si je sors vainqueur d'un match de tennis de table, j'aurai deux manières d'interpréter. Soit je dis que c'est grâce à moi et mes efforts personnels, on parle alors de locus interne, soit je dis que c'est de la chance ou que l'adversaire a fait n'importe quoi. Et à ce moment-là, on parle de locus externe. Eh bien, on retrouverait la même chose dans le niveau d'espoir mesuré. Pour une personne qui a un haut niveau d'espoir, elle aura tendance à dire que les succès sont dus grâce à soi, ses efforts personnels, et les échecs à cause des variables extérieures. A l'inverse, pour quelqu'un qui a un bas niveau d'espoir, elle aura tendance à dire que les échecs sont de sa faute et que ses réussites sont dues au hasard. Ok.
Est-ce que vous avez des critiques, remarques ou questions jusque-là, ou alors c'est tout clair? Bah, ça me paraît cette question de locus of control, genre dichotomique, quoi. C'est ça, ouais. Juste 2 et j'ai l'impression qu'il y a tout un spectre, en fait, que c'est pas assez fin. Ouais. Mmh. Après, on l'utilise vraiment beaucoup, cette notion-là en psychologie, mais ouais. Bah, je me demande justement si c'est critiqué par cet aspect un peu genre, bon, c'est soit externe, soit interne et dans quelle mesure ça permet de classer, les personnes, ou en tout cas les comportements. Mmh. Ouais, mais c'est pour ça. Il y a pas que tout le monde qui est tout externe ou que tout interne. C'est vraiment Mmh. les attributions, mais oui, après il Oui, y a en un peu plus, de tout. j'imagine que ça doit, justement, varier du jour au jour, de Ouais, personne oui, à personne. oui. Et justement, tout ça, tout ce qu'on évoque là aussi, ce ne sont que des corrélations sur ce type de questionnaire avec ces théories, ce type de modèle de Snyder qui utilise cette définition particulière d'un espoir spécifique individuel. Donc oui, on va faire trop des grandes cases de genre là. Enfin, j'ai déjà évoqué quelques critiques, mais on peut en évoquer plein d'autres, dont ici. Tiens, revenons à One Piece et nos pirates à la recherche du trésor. Alors, bien que chaque personnage ait son petit rêve individuel, donc espoir spécifique, l'histoire évoque aussi pas mal l'entraide, le collectif et les amitiés. Un bateau pirate, ça ne se pilote pas tout seul, il faut bien tout un équipage. Et au mieux, avoir un équipage en qui on a confiance, en qui nous pouvons croire, en qui nous pouvons avoir espoir. L'espoir n'est donc pas que matériel et désir individuel à réaliser, l'espoir n'est pas qu'un espoir spécifique. Il peut aussi faire référence au social, et même plus loin, généralement, on l'a évoqué un peu, à l'intergénérationnel, l'humanité et la vie en général. Ce qu'on appellera ici l'espoir généralisé, pour faire simple. C'est une des zones d'ombre donc de cette théorie cognitive de Snyder, qui est trop individuelle, et prenant pas en compte tous ses côtés sociaux et laissant peu de place aussi à l'émotion. C'est un modèle trop centré sur l'individu et les objectifs individuels. Et les psychologues cognitivistes, pourtant friands de cette théorie de Snyder, en sont assez conscients. Je cite l'article sur lequel je me suis principalement basé pour vous en parler, un article de Yann Delas, Charles Martin Crum et Fabien Fenouillet. Donc je les cite. Cette conception d'espoir reflète une hégémonie du modèle individualiste, dans lequel l'individu et ses préoccupations, sa liberté, son autonomie, son bien-être, etc., sont au centre. Donc, par exemple, c'est ce qui est dans la plupart de nos sociétés occidentales et la société nord-américaine. D'autres cultures sont au contraire plus axées sur un modèle de société communautaire et collectiviste, fondé sur des valeurs de partage, le respect d'obligations mutuelles et collectives qui donnent la primauté au groupe sur l'individu. Voilà, je remercie ces psychologues, comme ça j'ai pas besoin de moi-même le formuler, c'est déjà écrit. Voilà une bonne théorie cognitive critiquée comme il faut en élevant le niveau à l'échelle sociale. Vous vous rappelez, j'avais exprimé l'importance que, en fonction de nos valeurs, l'espoir exprimé est alors différent. Là, on y revient. Quand le questionnaire de Snyder évalue un bas niveau d'espoir, on ne parle pas de n'importe quel espoir, mais bien d'un espoir particulier, individuel, mais pas forcément un bas niveau d'espoir généralisé, plus social. Il faut alors d'autres questionnaires pour évaluer cette dimension sociale. Eh bien, il suffisait de demander, parce qu'en presque 30 ans de recherche, plusieurs ont été construits et validés. Là, tout de suite, je ne vais pas tout énumérer, sinon on en aura pour une éternité, je vais en citer seulement 2. Le premier est juste pour l'anecdote. Il vient tout juste d'être publié en octobre 2025 par Chan Hellman et collaborateurs. Censé mesurer les représentations sociales de l'espoir, ce questionnaire a été construit sur le même modèle que celui de Snyder. C'est pour ça que je me permets de l'évoquer. Grosso modo, c'est la même chose, sauf qu'on remplace le pronom personnel « je » par le « nous ». On a alors par exemple en item « Notre organisation peut identifier une ou plusieurs façons d'atteindre ses objectifs ». Et là, on répond si on est d'accord ou pas d'accord. Autre item « Notre organisation poursuivra activement ses objectifs ». Et là, on répond si on est d'accord ou pas d'accord. Un autre questionnaire, plus vieux, est dans le même principe. C'est le Locus of Hope Scale, développé par le psychologue social Alan Bernardo en 2010. Si j'ai parlé de locus of control juste avant, c'est pas pour rien.
De la même manière, ce questionnaire s'intéresse à savoir le locus of hope, le lieu d'espoir important pour nous, qu'il soit interne à notre propre motivation ou qu'il soit externe et plus sociaux. Donc externe, encore une fois, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas que de soi et qu'ils soient contexte dépendants, comme les hasards de la vie ou espérer gagner au loto. Dans son questionnaire, en gros, même chose, il étend la théorie de Snyder aux objets sociaux. Je vous cite à nouveau 2 items en exemple. J'ai atteint beaucoup d'objectifs grâce à l'aide d'autrui. Et là, en réponse, on est d'accord ou pas d'accord. Il y a un autre item. Les autres peuvent souvent m'aider à trouver différentes façons de me sortir d'une situation délicate. Et là, en réponse, on est d'accord ou pas d'accord. À fond les ballons. Parmi les 2-3 tests décrits jusque-là, je ne sais pas si vous avez ressenti les petites différences dans les items. Ici, ce sont les autres peuvent qui sont évoqués. Dans les questionnaires décrits juste avant, ce sont notre organisation peut. Quant au questionnaire de Snyder, c'est je peux. Alors, des légères différences dit comme ça, mais qui changent tout, totalement la manière d'évaluer l'espoir entre moi, nous et eux. Je ne vais pas trop m'attarder, c'est tout un thème en psychologie sociale où les représentations entre le groupe interne, le nous, et le groupe externe, les autres, peuvent être totalement différentes. Donc c'est pas la même manière d'évaluer le social, même dans ces questionnaires-là. Donc pour évaluer le social, les relations interpersonnelles, etc. Et la récente littérature dessus que j'ai lue, sur l'espoir social, serait plutôt allée dans ce sens-là, justement. Tout ça pour dire que, en fait, l'espoir peut avoir aussi comme objet l'objet social, et qu'il fallait donc développer d'autres questionnaires pour l'évaluer. Plus encore, l'espoir lui-même est socialement situé. C'est-à-dire que sa perception change en fonction de nos conditions et de nos positions sociales. Quantitativement, les premières études montrent que les minorités, les groupes de personnes qui en ont plus besoin de cet espoir, justement, en fait, ce sont celles qui en expriment le moins, comme les personnes précaires, sans emploi, handicapées ou seules et isolées. Autrement dit, les pressions sociales, entre guillemets, et relations de pouvoir semblent faire taire les espoirs. Ça, c'était quantitativement. Autre exemple, qualitativement. Dans une étude de Léo Robieux et collaborateurs, ils ont analysé les différentes représentations de l'espoir chez les personnes quotidiennement confrontées à la maladie. Donc chez les malades, chez les soignants et les personnes du tout venant. Ils montrent que les patients ou personnes malades associent l'espoir avec des thématiques comme l'amour ou l'enfant, c'est-à-dire la prochaine génération, ou plutôt des espoirs généralisés. Tandis que les soignants et personnes du tout venant, eux, associent l'espoir à la joie et au projet futur. Il y aurait alors bien une représentation différente de l'espoir en fonction de nos conditions. En fonction de nos conditions sociales, de nos croyances, valeurs et cultures, nos espoirs sont donc plus ou moins particuliers ou généralisés, plus ou moins individualistes ou collectivistes. Et pour revenir rapidement aussi au niveau culturel, donc des études statistiques tentent à montrer que chaque population d'un pays accorde une importance différente à ces 2 types d'espoir. Par exemple, au Mexique, Nigeria, Inde, Portugal ou Afrique du Sud, on prendrait davantage les espoirs généralisés, c'est-à-dire basés sur l'entraide, le soutien social et la spiritualité. Dans ce genre de culture, entre guillemets, si on peut résumer un pays à une culture, ça c'est critiquable, les personnes tentent à garder ou retrouver plus aisément un bien-être correct face aux événements anxieux et stressants de la vie. Contrairement à la Suisse ou la France, où ce sont les espoirs spécifiques et individualisés qui auraient plus d'importance. Et si vous m'avez suivi, ce genre de différence a été donc évidemment évolué avec un autre questionnaire, ni trop social, ni trop individuel. C'est le Perceived Hope Scale, c'est un autre questionnaire. Puisque bon, ces différences-là, culturelles et sociales, ils ne peuvent pas être évalués par le test de Snyder, qui est trop individualiste, celui qu'on a évoqué un peu détaillé juste avant. Du coup, il n'y a jamais des chercheurs qui ont fait un méta-questionnaire avec tout mélangé pour pouvoir faire d'une pierre 10 coups. Alors, il y en a quelques-uns, mais on peut l'évoquer. Là, celui dont tu parlais, c'était celui qui évaluait le Perceived Hope Scale, c'est ça? Ouais, donc ça, c'est sur plus l'émotionnel, etc. Mais il y a des questionnaires, oui, donc multidimensionnels qui existent.
Mhm. où vraiment on essaie d'évaluer un peu tout. Donc je vais en citer un autre, c'est celui d'Anthony Scioli, le Comprehensive Hope Scale. Ouais, voilà. Et celui-là, il n'a pas que 12 items ou quelques-uns, il en a 56. Ok. Donc Et il avait c'est quand même de l'espoir que certains finissent son test. Et ça, c'est pas oui, mal. oui. Et en fait, lui, il sépare le grand réseau de croyances et de valeurs, donc d'espoir, en 4 grandes zones et 4 grands types d'espoir, desquels il suppose d'ailleurs avoir des différences aussi culturelles. Par exemple, il sépare un espoir de survie individuelle, si on se sent serein ou piégé dans la vie. C'est aussi savoir si on a confiance en l'autre, avoir espoir en l'autre. Ensuite, il sépare aussi, proche de celui-ci, un espoir d'attache, surtout émotionnel, et lié aux relations interpersonnelles. C'est l'ouverture vers les autres et d'autres possibilités, en gros, où j'espère me sentir aimé, entouré, voilà tout ça. Un autre, c'est l'espoir de maîtrise et de contrôle, donc d'une situation sur le long terme. Donc ça reprend un peu ce que le test de Snyder, donc savoir ses objectifs, comment l'évaluer, donc le contrôle de sa vie, de son futur. Et puis après, il sépare un autre quatrième, c'est l'espoir spirituel, donc comprenant la foi et nos espoirs donnant un sens à notre petite vie, parmi un tout plus grand, donc vraiment plus spirituel. Donc si vous voulez, je peux reprendre 2 items pour évoluer ce côté spirituel que je ne vais pas trop évoquer ici dans ce dossier. Premier item, la foi donne la force de poursuivre ses rêves. Et là, on dit si on est d'accord ou pas d'accord. Un autre item, je me sens proche d'une force supérieure. Donc là, on sent bien qu'il y a vraiment quelque chose dans la croyance et la spiritualité. Donc ça, c'est un exemple de questionnaire multidimensionnel. Mais oui, c'est encore dans la littérature scientifique très très discuté pour savoir qu'est-ce qu'on prend pas. Et ça dépend vraiment en fonction de comment on définit l'espoir. Par exemple, est-ce que la foi fait partie de l'espoir? Est-ce que l'espoir est uniquement vers des choses dirigées vers l'action, comme dans le test de Snyder? Ou alors, est-ce qu'on prend aussi les espoirs sociaux comme des espoirs ou juste de l'optimisme? Ça aussi, c'est très discuté. Par exemple, si on a espoir qu'il y ait des égalités entre les gens dans la vie future, pour eux, pour certaines personnes, et philosophes ou psychologues, pour eux, ça, c'est juste de l'optimisme. Point, c'est tout. Pour moi, je trouve ça très critiquable. Je pense qu'on peut mettre de l'action là-dedans pour essayer que cet espoir se mette en place. Mais voilà, c'est très discuté, justement, tous ces types d'espoir, définitions, questionnaires, etc. Ouais, mais là, ce que tu m'as dit, ça m'a immédiatement fait penser à quelque chose que je range dans l'espoir, et que pas dans l'optimisme, et pour lequel, par contre, je ne peux pas faire grand-chose. Tu peux, un peu à la manière de ce que faisait Martin Luther King, tu vois, genre avoir espoir que les autres fassent quelque chose. Ouais. Toi, tu peux juste contribuer vaguement, voire t'exclure de la possibilité d'agir, tout en ayant, nourrir l'espoir qu'il y ait quelque chose qui se fasse à une autre échelle que toi-même. Ah oui. Mm. Oui, exactement. Vraiment sur le point intergénérationnel, vraiment, de développer ça sur le long terme, peu importe, au-delà de sa petite vie. Oui. Ou bien c'est parce que tu apprends des choses qui ont lieu, tu peux nourrir un espoir de quelque chose qui se fait dans un autre pays que le tien, en genre disant ah j'aimerais bien que tel ou tel régime disparaisse, tel ou tel dictateur soit renversé, je sais pas, il y en a beaucoup là en ce moment, donc c'est l'embarras du choix, mais par contre toi tu peux pas faire grand chose pour ça. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, quand on ne peut pas faire grand-chose, souvent ça peut entraîner aussi de l'anxiété. C'est ce qu'on montre aussi en psychologie. Quand l'espoir est trop centré sur des choses qui nous sont extérieures à nous, c'est là où ça peut nous provoquer plus d'anxiété. C'est pour ça qu'en psychologie, ils aiment bien se centrer uniquement sur les espoirs individuels, parce que c'est là-dessus où on peut revigorer un espoir ou améliorer l'humeur. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, là tu évoquais sur un autre pays, mais un grand exemple aussi qu'on peut prendre, c'est l'éco-anxiété par rapport à un changement climatique, etc. Il n'y a pas que nous qui peuvent contrôler les choses. Donc c'est justement là-dessus. Mais ouais. Et donc tout ça, justement, tous ces espoirs sociaux, ou alors centrés sur quelqu'un d'autre, ou un espoir plus large et généralisé sur le changement climatique, ou le futur d'un autre pays, etc. Tout ça, donc, ne peut pas être mesuré par le test de Snyder, pour revenir là-dessus, une dernière fois, qui est trop individualiste et donc centré sur soi. Et je voulais revenir une dernière fois pour évoquer un dernier truc en psychologie. Parce qu'il y a une chose, en fait,
que ne peut pas évaluer non plus ce questionnaire, c'est qu'il ne peut pas évaluer l'espoir sur le long terme, en fait, s'il peut évoluer au cours du temps. En fait, on ne peut pas l'utiliser, ce questionnaire de Snyder, que je vous ai décrit ici, pour savoir si un protocole, par exemple, ou une activité augmente l'espoir ressenti chez les gens. On ne peut pas l'utiliser pour évaluer l'espoir avant et après que quelque chose se soit passé. En fait, pourquoi ? Parce que l'espoir évalué dans ce test de Snyder, c'est un test d'espoir de trait, c'est-à-dire stable dans le temps, comme un trait de personnalité, comme l'optimisme vu justement au début de dossier. Et d'ailleurs, c'est une critique de ce modèle au début, où il se faisait un peu chahuter Rick Snyder pour différencier bien l'espoir de l'optimisme, parce que tous les deux sont des traits dans ce questionnaire. Du coup, un peu plus tard, Rick Snyder et son équipe a développé un autre questionnaire pour mesurer l'espoir à un moment T donné, une sorte d'espoir transitoire. Et cette fois-ci, on ne parle plus de traits d'espoir, on parle d'état d'espoir. Donc ça me permet de parler d'une grande distinction qu'on fait en psychologie cognitive entre traits et état. Les traits sont stables dans le temps, comme les traits de personnalité, et les états sont variables dans le temps. On est dans un état fatigué, dans un état furieux ou dans un état d'espoir. Okay, jusque-là, c'est clair, trait, état. Ouais, okay. Pour illustrer l'utilisation de ces deux questionnaires sur l'espoir, d'état et de trait, j'aimerais bien prendre une petite expérience, juste pour illustrer. Une étude de 2011 de Naomi Ziv et collaborateurs. Alors pourquoi celle-ci j'ai choisi ? Parce qu'elle est en rapport avec la musique. Et comme j'essaie d'illustrer les subtilités de l'espoir avec la musique, je trouvais que ça collait bien. Donc, dans cette expérience, 60 participants avaient juste pour tâche, en gros, de jouer à un jeu de simulation pour atterrir un avion, derrière un ordinateur. En fait, peu importe la tâche en vrai. Puisqu'à chaque fois, après la tâche réalisée, on disait de manière arbitraire qu'ils avaient échoué par rapport aux autres, pour bien leur faire comprendre qu'ils se situaient dans les moins bons. Donc en gros, on les conditionnait à être dans un état désespérant du coup. En gros. Puis après ce retour négatif, on leur faisait attendre 2 minutes au total, avant que les expérimentateurs reviennent pour leur faire passer le fameux questionnaire sur leur état d'espoir. 30 participants passaient l'attente dans le silence, 30 autres passaient ces 2 minutes d'attente avec une musique positive diffusée. Et ce que montrent ces chercheurs, c'est que les personnes ayant écouté cette musique positive durant l'attente s'évaluaient un score d'espoir d'état plus élevé que les personnes ayant attendu dans le silence. Autrement dit, rien qu'une musique jugée positive peut influencer notre espoir ressenti sur le moment. Comme si on pouvait imaginer une musicothérapie pour améliorer l'espoir ressenti. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, ça ne touche pas tout le monde. Cet effet positif de la musique est drastiquement plus visible chez les personnes ayant un haut trait d'espoir. Puisque, durant l'expérience, les participants passaient le questionnaire sur l'espoir de trait, le fameux réservoir tel un trait de personnalité. Ce résultat sous-entend que les signaux positifs sont davantage marquants chez une personne qui a déjà une capacité à espérer, un haut espoir dispositionnel, un grand réservoir d'espoir. Voilà, donc en une phrase, si on se base uniquement sur cette étude-là, une simple musique augmenterait l'état transitoire d'espoir d'une personne, mais uniquement si celle-ci a déjà une bonne disposition de trait. Est-ce que c'est assez clair ? Pas de remarques ou de questions ? Non ? Alors, avant de continuer, petite interlude musicale, je vous propose, si ça vous dit. Pour la musique diffusée durant cette expérience, c'était une musique qui avait été déjà étudiée scientifiquement et associée aux émotions positives, donc plus à la joie. Juste pour s'amuser un peu, auriez-vous une idée de genre de musique ou une musique particulière qui aurait pu être diffusée ? Pirates des Caraïbes. Pour toi, c'est la joie. Ouais, c'est pas mal. Je m'attendais pas du tout à ce genre de réponse. Ok. Bah, je sais pas, la motivation. Ouais. Moi, j'aime bien les trucs un peu entraînants. Un peu épique. Ouais, je vois. Ouais, après, ça peut être du classique aussi. Il y a plein de classiques hyper motivants. Une musique qui est fait espoir ou joie ou juste positif. Ici, c'est une musique plus positive, donc plus de la joie, qui évoque de la joie. Ouais, il doit y avoir du genre du Vivaldi ou des trucs comme ça, ouais. Ah, c'est pas mal. La musique qui a été diffusée, c'était celle-là. Pas loin.
Voilà, donc pendant 2 minutes, les participants du groupe expérimental avaient écouté une petite musique de nuit de Mozart. Donc chaque musique provoque une certaine émotion et peut être jouée de manière différente. Donc là, on a évoqué un peu des musiques de films, des musiques classiques, etc. On peut aussi la jouer, cette musique, dans un certain rythme, dans une certaine tonalité ou modalité, etc. La musique, c'est un seul concept pour plusieurs manières de l'exprimer. Et bien, même chose pour l'espoir. C'est un seul concept pour plusieurs manières de l'exprimer. Et pour mettre des mots et catégories sur les différentes manières de l'exprimer, plus d'une dizaine de théories, avec parfois ces questionnaires, ont été développées. Donc je vous ai cité précédemment celui de Scioli. Puis, récemment, dans tout ce bordel pour essayer de mettre de l'ordre, en 2022, dans une méta-analyse regroupant 66 articles dans 10 disciplines différentes, la chercheuse Emma Plérine et ses collaborateurs ont tenté de regrouper toutes ces différentes manières d'exprimer l'espoir, dans toute sa diversité, ce que tu évoquais, Topo, pour essayer de choper toutes ces dimensions. Et elle résume le tout en un tableau décrivant 7 grands domaines. Je vous mettrai tout dans les notes d'émission. Je ne vais pas faire un listing ennuyant ici, sinon on en aura pour une éternité. L'espoir est catégorisé selon son objet, sa source, son expérience subjective et ses effets. Le tout en fonction du locus of hope, du lieu d'espoir, qu'il soit interne à notre petite personne ou externe du social à la spiritualité. Pour nous, pour vulgariser en cet épisode, en gardant cette notion d'interne et externe, on regroupe tous les espoirs en 2 grands domaines fourre-tout, un espoir spécifique et un espoir généralisé. Et il nous reste d'ailleurs quelques mots à dire sur ce dernier, sur l'espoir généralisé, avant de clore ce dossier. L'espoir spécifique est donc associé à nos petits désirs individuels. Je veux devenir le roi, les pirates, ou j'aimerais un jour comprendre cette histoire de plans et dimensions en mathématiques avec l'aide d'une chips. Voilà, chacun ses espoirs spécifiques, ou apprendre le japonais. Quant à l'espoir généralisé, c'est avoir espoir en quelqu'un, ou en Dieu, mais aussi avoir espoir qu'un jour tous les êtres humains seront libres et égaux, ou que le dérèglement climatique ne soit pas catastrophique. Des espoirs qui nous dépassent, nous, en tant que petites personnes et majoritairement contexte dépendant. En philosophie, on ne parle pas d'espoir généralisé, mais d'espérance. Espérance et espoir généralisé, c'est synonyme. Ça concerne l'histoire avec un grand H, et pas ma petite personne et mes petits désirs personnels. Telle une note qui se répète constamment le long du temps, l'espérance, c'est savoir que les signes avant-coureurs de l'événement espéré sont déjà là, mais encore loin d'être établis dans notre monde actuel. Si ce n'est pas assez clair, je peux vous raconter une nouvelle petite histoire. Mais cette fois-ci, à la fin, je vous poserai une question, encore une fois, mais j'invite à votre attention. Imaginons, nous sommes toutes et tous sur un bateau, perdus à la dérive depuis plusieurs jours. Vous, nous, tout l'équipage est totalement désespéré de pouvoir s'en sortir. Nous n'avons plus de nourriture, l'eau potable se fait rare et nos corps sont épuisés. Le soleil tape fort et il y a même des corbeaux tels des vautours croissants et tournoyant dans le ciel, comme si notre bateau était déjà un cimetière ambulant. Totalement désespérés, nous n'avons plus aucun espoir d'atteindre la moindre côte. Aucune terre à l'horizon. Tout l'équipage se laisse mourir désespéré. Pourtant, il y a bien un signe avant-coureur d'espoir dans cette histoire. Et c'est là la question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez été assez attentifs pour trouver l'espoir dans cette histoire ? C'est-à-dire C'est pas évident, mais c'est normal. J'ai fait exprès. Dans cette histoire, les signaux avant-coureurs de l'événement espéré, c'est-à-dire trouver une terre sur laquelle accoster, ce sont les corbeaux. Eh oui, d'accord. Oui. Un corbeau, ça vit pas comme ça au beau milieu de l'océan. Donc ça peut bien être un signe qu'une terre est probablement pas loin. L'espoir généralisé repose très souvent sur ça. Il n'y a pas quand même une notion de religieux qui est étroitement associée à espérance. Moi, Oui, dans le christianisme, c'est souvent repris en dessous. Mais c'est pour ça, en philosophie, on nous parle d'espérance. Mhm.
Parce que c'est souvent repris justement sur cette notion chrétienne d'espérance. C'est souvent en théologie qu'on en parle, et ça a été repris en philosophie, etc. Alors que plus en études scientifiques, on parle d'espoir généralisé. C'est pour ça que je parle d'espoir généralisé ici. Ouais, d'ailleurs, j'ai compris. Mais donc, Ok. du coup, le choix d'utiliser le mot espérance et de s'en dissocier, c'est pour éviter la confusion. Mais... C'est ce que je pense, oui. Ok. Mais c'est synonyme dans la réalité. Pour citer la philosophe Corinne Pelluchon, qui évoque des définitions proches de ce que je vous raconte là, l'espoir généralisé, ou espérance, c'est synonyme, c'est, je la cite, la capacité de déchiffrer dans le chaos du réel ces signaux faibles d'un changement qui pourrait ouvrir le possible. Donc trouver les signaux parmi son environnement, on en revient là à une approche perceptive de l'espoir. Pour retrouver au revigoré espoir, on a alors ici un autre levier. Montrer à la personne qu'il y a déjà là des signes avant-coureurs de l'événement espéré. Et si on ne les perçoit pas, ou qu'ils sont absents, on est alors en plein désespoir. Donc c'est un grand manque de ce dossier de ne pas avoir encore évoqué le désespoir. Surtout qu'en plus, il n'y a pas d'espoir sans désespoir. Ce sont deux mots pas si contraires, ils coexistent. Il n'y a même pas espoir sans souffrance au préalable. Certains philosophes diront même que du désespoir naît l'espoir. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la même musique que j'ai mis au début. Ouais, ainsi de suite. Donc, comme si pour l'évoquer, cet espoir, nous étions obligés de connaître le désespoir. Et là, la notion de tristesse reprend tout son sens. J'étais en train de me demander, mais pourquoi tu l'as remis sur Zencastr? Pour bien illustrer le truc, au quotidien, quand je désire dormir ou manger, c'est parce que j'en ai la capacité quand je désire. Mais quand tout à coup on espère dormir ou manger, ça devient tout de suite beaucoup plus dramatique. Quand on espère quelque chose d'aussi vital, c'est que les probabilités de l'événement désiré ont drastiquement chuté. Difficile donc de parler d'espoir sans évoquer le contexte dans lequel il est entretenu. Un contexte souvent lié à la souffrance. Il existe d'ailleurs certaines études montrant qu'un haut niveau d'espoir prédit une meilleure tolérance à la douleur. C'est-à-dire tenir, persévérer plus longtemps malgré la souffrance. C'est donc aussi à mettre en lien avec la persévérance rapidement déjà évoquée. Enfin, c'est aussi à mettre en lien avec un dernier concept psychologique à évoquer, et qui est aujourd'hui répandu et populaire, je nomme la résilience. La résilience, c'est, suite à un événement traumatique, pouvoir retrouver une vie normale, épanouie, sans oublier l'événement traumatique survenu. La résilience et l'espoir sont très souvent deux grandes variables allant de pair, presque interchangeables dans les études, pour étudier ce qui mène au bien-être. Par exemple, dans une étude états-unienne, sur plus de 200 personnes ayant un trouble anxieux, ils ont montré que l'espoir chez les personnes était plus élevé après une thérapie cognitivo-comportementale, une TCC, par rapport à avant. Donc, il y a une notion de retrouver quelque chose. On y revient à dire que l'espoir serait presque thérapeutique. Et en présence de maladies chroniques, l'espoir est carrément compris comme un, je cite, mécanisme d'adaptation. Et donc sous-entendu que plus on a une capacité d'espoir, un haut niveau d'espoir, plus on est capable d'endurer des difficultés au quotidien. L'espoir serait donc un levier important, voire incontournable, pour le bien-être de la personne en souffrance au quotidien. L'espoir fait vivre, fait survivre, littéralement. Selon ce qu'on évoque là, quelqu'un qui n'a aucun espoir serait donc totalement insatisfait, désespéré, et n'aurait plus de raison de vivre, littéralement. Que la vie n'ait plus d'intérêt à être vécue. Que le désespoir alors prédise même le risque de suicide. Ça, c'est ce qu'on pense philosophiquement, voire même le bon sens, comme on pourrait dire sur les plateaux télé. Mais qu'en dit la science ? Je vous propose une petite anecdote, un résultat étonnant d'une étude de Colin Davidson et collaborateurs. Ils ont étudié le risque de suicide avec l'espoir et d'autres variables comme le sentiment d'exclusion. Et j'aime bien ces petites études car ces résultats vont à l'inverse de ce qu'en pensaient les chercheurs. Alors qu'ils s'attendaient à corréler un bas niveau d'espoir avec de grandes capacités d'idées et de comportement de passage à l'acte, ils trouvent l'inverse en fait. Un haut score d'espoir est corrélé à un haut score de capacité de passage à l'acte suicidaire. Contre-intuitif, n'est-ce pas ?
En fait, c'est parce qu'ils utilisent le questionnaire de Snyder pour évaluer l'espoir. Questionnaire, comme on l'a évoqué, qui est énormément axé sur les capacités à se projeter vers une action future. Se planifier ces petites étapes pour monter au Mont Blanc, refuge par refuge. Cette capacité à se projeter vers une action future, qui est l'exacte dimension qu'on retrouve aussi dans le questionnaire évaluant les capacités de passage à l'acte suicidaire. Ainsi, les deux questionnaires, qui n'ont pourtant théoriquement rien en commun dans la manière dont ils ont été construits, en fait, ils évaluent en réalité bien quelque chose en commun, cette idée de projeter vers une action. Le fait est que tant que les chercheurs utiliseront le questionnaire de Snyder pour évaluer l'espoir, il y aura toujours ces corrélations bizarres entre comportement suicidaire et espoir. Je trouvais ça, c'était hyper intéressant de vous partager, de montrer que les questionnaires ne sont que des outils qu'on doit réinterpréter, on doit toujours réinterpréter derrière. Ben oui, et surtout, faut les utiliser fréquemment dans plein de conditions différentes pour pouvoir comprendre ce qu'ils révèlent particulièrement, quoi. Parce que là, Ouais, exactement. c'est dingue quand même. Genre dire, ouais, nous, on a défini une bonne métrique d'espoir qui est très forte chez les gens qui passent à l'acte. C'est quand même plus que problématique. Ouais. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler, parce que c'était pour montrer aussi que les questionnaires ne sont juste que des outils. Voilà, après, on les utilise comme on veut, mais surtout, il faut les réinterpréter derrière. On ne peut pas mettre toutes les réponses à nos questionnaires dans une machine, comme certains veulent le faire, pour qu'ils puissent en dresser correctement nos profils psychologiques. Il y a toujours besoin d'interprétation derrière, parmi le contexte actuel, ou la manière dont les outils ont été construits. Donc ici, en science, oui, le désespoir prédit bien le risque du suicide et les comportements, etc., un acte suicidaire. C'est juste que dans cette étude-là, c'est l'outil utilisé pour évaluer l'espoir qui est limité ou trompeur. Quand on pense à une personne désespérée, c'est souvent à cette caricature qu'on pense. Une personne qui ne veut plus vivre, totalement désespérée, au fond du trou. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme dit l'expression. Là, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a ni vie, ni espoir. Pourtant, on peut peut-être être sans espoir de deux manières. Et là, c'est plus ce que j'ai entendu au lieu en philosophie. Quelqu'un sans espoir peut être soit totalement insatisfait, comme évoqué juste avant, soit totalement satisfait, s'accommodant très bien de sa petite vie. L'un ne voit pas comment une société aussi injuste puisse exister, l'autre fait partie des plus privilégiés, tous les deux n'ayant plus rien à espérer de ce monde, comme s'ils étaient piégés dans leur réalité imposée. Bon, on est bien d'accord qu'il y a un des deux qui est beaucoup plus piégé que l'autre. Je rappelle que l'espoir est socialement situé. Les minorités et groupes de personnes dominées ont tendance en moyenne à exprimer moins d'espoir que les personnes du groupe dominant d'une société. C'était pour introduire un nouvel extrait audio. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour conquis. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Ce sont les paroles du tout début de la chanson de France Gall. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. J'aurais peut-être pu demander à Clara de chanter. Mais oui, elle est déjà en train de le faire là, presque. Bref, vous me voyez peut-être venir avec ces paroles-là. Après une dimension cognitive, émotionnelle et sociale, c'est sur une vision politique de l'espoir que j'aimerais conclure ce soir. Si on t'organise une vie bien dirigée, et si on te fait danser sur une musique sans âme, le « on » sous-entend évidemment une autorité qui nous impose une manière de vivre, quitte à casser nos espoirs individuels au nom de l'autorité dominante. Comme un amour qu'on quitte, ou tu t'oublieras vite. Il y a même en plus sous-entendu que nos espoirs font partie de notre identité qu'on a déjà évoqué en début de dossier. Un grand philosophe de l'espoir, de l'espérance, est Ernst Bloch. On le cite assez souvent en philosophie, en paraphrasant que, en gros, l'élaboration d'utopies espérées est une fonction essentielle de la conscience humaine. Donc pour vulgariser, taire nos espoirs, c'est taire notre humanité. Pour conclure, l'espoir fait vivre donc, survivre même. Et dans le bon sens du terme, c'est ce qui nous fait lever le matin, c'est même ce qui nous définit parmi notre identité. Nous enlever nos espoirs, ou rendre une population amorphe de ces espoirs,
c'est casser les identités et surtout les capacités d'action qui font ce que nous sommes, humains et en vie. Créer l'illusion qu'il n'y ait plus d'espoir est un moyen d'oppression et d'assujettissement. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. En somme, cette chanson et cette conclusion est une ode à la diversité des espoirs, à la vie et à la démocratie. Et je n'exagère pas en disant ça. L'espoir est nécessaire à une démocratie pour exister et fonctionner. Nous écrivent les auteurs en sciences politiques. En quoi l'espoir est nécessaire à la démocratie ? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que si on n'a aucun espoir en l'autre, que d'autres citoyens marchent avec nous pour des solutions collectives politiques, c'est peine perdue. Parce que si on est seul à imposer ses désirs et espoirs, c'est l'inverse de la démocratie. Et deuxièmement, l'espoir est nécessaire à la démocratie dans son expression citoyenne. L'espoir politique est, je cite, « le désir que la politique s'améliore à l'avenir, ou la manière dont nous espérons que les choses évolueront. » Et ça, en fonction de nos propres idéaux et valeurs politiques. Donc, je vais citer juste 2 exemples. Le capitaliste libéraliste espère un monde où tout tourne autour de la propriété individuelle, quitte à se libérer des taxes et impôts collectivisés. Le socialiste progressiste espère l'inverse, une meilleure redistribution des richesses vers une organisation sociale moins inégale. Pour prendre juste que 2 exemples parmi tout le spectre politique. Et chacun accordera ses comportements et ses valeurs et espoirs. C'est par l'espoir qu'on change le monde, ou en tout cas, au moins qu'on s'engage pour. Pour qu'une démocratie fonctionne, elle a besoin de cette pluralité d'espoirs, pour construire un monde qui nous correspond à nous toutes et tous. Encore une fois, si on est seul à imposer ses désirs et espoirs, c'est l'inverse de la démocratie. Mieux, c'est grâce à la pluralité des idées et conceptions de monde que d'autres espoirs encore peuvent naître, d'une comparaison avec ce qui existe déjà. Nouvel extrait audio. Pouf. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Garder espoir, on peut même dire que c'est de la résistance. Peu importe les voies pour l'exprimer. Peu importe les voies. À ce sujet, la série Andor de Star Wars l'évoque pas mal, pour le peu importe les voies. Lorsqu'on garde espoir, au moins, on agit, on s'engage, on fait, on avance, on progresse vers quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous tient en vie et qui, théoriquement, selon nos valeurs, améliore la nôtre, voire celle des autres pour une meilleure société. Et ça peut être même en vain. Pour certaines personnes, l'espoir est synonyme de naïveté, par exemple. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais passons. Par contre, on peut quand même se faire miroiter des faux espoirs. Sénéca, pourquoi avons-nous besoin d'un gagnant ? Si nous voulions juste intimider les districts, nous pourrions mettre les 24 tribus en rang d'oignons et les exécuter tout de suite. Ce serait plus rapide. L'espoir. 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 Car c'est la seule chose plus puissante que la peur. Et si un peu d'espoir est bénéfique, trop d'espoir est dangereux. Une lueur, c'est parfait. Tant qu'elle est contrôlée. Alors, contrôlez-la. Une citation tirée des films et bouquins Hunger Games, ce sont les paroles du tyran de l'histoire, le président Snow, exerçant son pouvoir sur tous les districts. Ainsi, des gens, des politiques ou une autorité peut tout à fait nous miroiter des faux espoirs. Des espoirs contrôlés ou des espoirs de solutions carrément inventées sur un problème ou une peur totalement imaginaire, comme la peur de l'autre ou d'un envahisseur. L'espoir est une rhétorique récurrente en politique assez puissante, au point que certains scientifiques politistes parlent de pouvoir de l'espoir. Un espoir politique qui peut par conséquent être à double tranchant. Allez, un dernier extrait audio, encore sorti d'un film. Ici, c'est Matrix, où c'est l'architecte qui parle. L'espoir, c'est la quintessence des illusions humaines, simultanément la source de votre plus grande force et de votre plus grande faiblesse. Bon, je ne vais pas vous laisser là-dessus, sur mi-force, mi-faiblesse, sur l'espoir, mais est-ce que vous avez des remarques jusqu'ici là-dessus ? Je me demande si on va se faire striker surtout. Avec tous ces... Ah ouais, tu penses ? Non, je pense pas. Normalement, c'est des extraits du film. Oui, ça devrait passer. Pas de problème. Pas de souci. J'ai pas mis la chanson des France Gall directement. Oui, t'as bien fait. Que ça va. Je vous l'aurais fait sinon. Oui, de toute façon, sinon, Clara l'aurait rechanté, donc tout va bien. Bon, je vais pas vous laisser là-dessus, sur un mi-force, mi-faiblesse de l'espoir.
J'aimerais quand même conclure sur le côté plus optimiste de la plus grande force de l'humanité, hein, pour reprendre l'expression. Sur une conclusion résumée en répondant à la question comment peut-on retrouver espoir? Donc on a évoqué 4 choses: croire, soutien, probable, agir. Alors d'abord, croire. Comme le corbeau du désespoir que vous avez eu du mal à trouver tournoyant au-dessus du bateau, il était pourtant un signe avant-coureur qu'une terre n'était pas loin. Il fallait juste le voir pour y croire. L'idée est alors de mettre en évidence le déjà là, les signes avant-coureurs déjà présents associés à nos espoirs. Par exemple, tout en restant très vague, hein, si c'est un état social ou société d'entraide que nous espérons, il y a déjà là des syndicats et associations. Un moindre mal, mais un début. Se concentrer sur l'événement positif attendu, il est déjà là, présent, réduit l'anxiété et entretient l'espoir. Ensuite, le mot soutien. Autre chose qui réduit l'anxiété et entretient l'espoir, c'est la confiance en l'autre et le soutien social, qu'il soit familial, amical ou plus globalement faire partie d'un groupe solidaire. Ensuite, le mot probable. Pour retrouver espoir, se concentrer en premier sur les espoirs qui nous semblent les plus probables est une bonne idée. Très souvent, ce sont ceux dont on a un contrôle dessus, et qui ne dépendent pas entièrement de facteurs extérieurs, comme l'espoir de voir son équipe favorite gagner ou l'espoir de gagner au loto. On préférera des espoirs centrés sur sa personne, comme gagner son match de tennis de table, atteindre une certaine hygiène de vie, ou s'éduquer ou améliorer sa connaissance sur un domaine particulier, comme le japonais. Augmenter la probabilité que l'événement se concrétise est un levier d'action pour retrouver espoir. Et pour augmenter cette probabilité, on va agir en fonction. C'est le 4e et dernier levier. Espérer, c'est désirer activement. On va vouloir que cet événement se mette en place. Pas comme l'optimiste qui, lui, suppose de manière fataliste ce qui arrivera, arrivera, peu importe mes actions. Pour entretenir l'espoir, le mieux est de tracer plusieurs chemins, étape par étape, pour parvenir à l'objectif espéré. Si je veux gagner un match de tennis de table contre un gaucher, il vaudrait peut-être mieux que je travaille mon revers, par exemple. Et ça, étape par étape. Et pas obligé que ce soit de manière froide et robotique, voire un plan machiavélique, ou le fait d'activement militer si on parle d'espoirs sociétaux. Juste faire des choses en raccord avec nos croyances et valeurs, c'est déjà entretenir nos espoirs. C'est déjà résister, comme l'exprime la chanson de Franck Gall. Par exemple, si ça nous fait plaisir simplement de partager sa petite vie quotidienne dans des vlogs et des photos, rien que ça, l'activité prend des valeurs de liberté et d'égalité, où toute personne est tout aussi intéressante qu'une célébrité ou quelconque personne au pouvoir. Résiste, prouve que tu existes. Autre exemple, jouer dans une équipe de tennis de table qui prend des valeurs conviviales et collectives, ou encore participer à Podcast Science qui prend des valeurs de diffusion de la connaissance. Connaissance qui permet de nous éviter d'ailleurs des faux espoirs, des espoirs illusoires. Voilà. Top. Bravo, bravo. Super. Pour tes 4 points là, Ouais. le premier, je trouve qu'il était très bien formulé parce que immédiatement, moi, quand j'entends ce genre de choses là, je me dis, quels sont les problèmes vis-à-vis de... est-ce qu'il y a des trucs qui ne vont pas fonctionner dans ce regain d'espoir? Et je trouve que le premier, il était très bien parce que tu disais, genre, il faut faire le constat de ce qui est déjà là, de ce qui est disponible. Mais pourtant, ce point, tu l'as appelé croire. Et en fait, c'est 2 activités différentes de faire le constat, mais d'y prêter, en fait, un aspect positif. Tu vois? Typiquement, tu me dis, genre, pour gagner de l'espoir qu'on peut faire quelque chose en politique, il faut faire le constat qu'il y a des syndicats, etc. Mais c'est pas donné à tout le monde de croire que ces syndicats sont équipés pour changer ou quoi ou qu'est-ce, tu vois? Donc à ce point-là, il y a aussi une sensibilité propre, quoi. Mm. Ouais, j'utilisais le mot croire aussi parce qu'il y a plusieurs manières de faire, justement. Là, j'ai vu qu'on avait les syndicats et associations, mais il peut faire plein de choses différentes. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que le mot croire, je pense que j'ai choisi ça vraiment pour ça, en fait. C'est en fonction de nos croyances. Vraiment des chemins. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est précisément ça. Ouais. Et que ce qui paraît un constat positif pour une personne ne va pas s'appliquer pour une autre. Voilà. Ouais. Très cool. Est-ce qu'il y a des questions ou des questions à la chatroom? Je regarde là. Dans la chatroom, le filet de sécurité que peut représenter l'entourage, c'est effectivement très important quand on est down. Ouais. Dit HK. Je suis tout à fait d'accord. Soutien social. La partie sur le soutien, en effet, c'est quand même très, très, très important.
Bah, c'était hyper cool hein, comme dossier. Ok, ouais, tant mieux. Et encore une fois, tu as fait des recherches de folie. Oui, 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 mais en fait, le problème de ce dossier, c'est que quand j'ai découvert un truc, je dis oh, il y a ça aussi. Oh, il y a cet article-là, il est trop bien. Et j'arrêtais pas. Et comment t'as choisi les chansons, les musiques? C'est toutes les musiques là, c'est des petites musiques libres de droit sur Pixabay que j'ai choisi. D'accord. Et t'as cherché par rapport au sentiment? Enfin, t'as cherché espoir, optimisme ou t'avais d'autres mots-clés? Ah bah c'est question intéressante, j'ai juste tapé espoir et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Et donc j'ai juste pris, c'est vrai que j'ai pris juste des titres où il y avait espoir dedans, le mot hope dedans. Ouais. D'accord, Ouais. ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, quand est-ce qu'il se passe ton match de ping-pong? Je sais pas, je joue pas au tennis de table. Génial. Donc, c'est un autre membre de Podcast Science que tu avais en tête. Oui, je pensais à Pascal qui jouait au tennis de table. Ouais. Et HK, de conclure, et le chat de Podcast Science peut faire partie des mailles de ce filet avec un cœur. Oui. Même le social qui est à travers Internet, etc. Oui, c'est important. Ah bah ça, plus qu'important. Enfin, c'est comme ça que je me suis réinventé dans ma vie. Donc, c'est ce qui me fait garder espoir, justement. On conclut là-dessus. Enfin, d'abord la petite citation. D'abord ta citation, excuse-moi. Une citation qui provient de One Piece pour celles et ceux qui aiment One Piece. Parce que j'avouerais, oui, je cite beaucoup One Piece parce qu'en fait, en montant ce dossier, c'est au même moment où je regardais la série One Piece. Et je me suis dit, mais en fait, ça parle d'espoir. C'est parfait. Donc, une citation de One Piece que je reprends de tête, où un petit personnage demande aux plus âgés « Comment on peut redonner espoir aux gens ?» Le personnage plus âgé répond « En commençant par garder espoir en eux. » Ça fait réfléchir. Voilà. C'est beau. Et je clôt l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment et appris au moins 2-3 trucs, au moins. J'étais en tout cas très optimiste à en écrire une 20aine de pages et plus pour ce dossier au début, mais bon, ça a été simplifié pour cet épisode. Le reste non évoqué sera peut-être l'occasion d'en faire un prochain dossier sur un autre thème particulier, sur la personnalité, la motivation, les valeurs ou la psychométrie, qui sait, en attendant que servir la science soit votre joie.